Bonjour tout le monde, je me présente, Marie-Michel Lieu de la compagnie Québec Traitement. Nous sommes bien partenaires de Baseball Québec depuis l'an dernier. Encourager le sport chez les jeunes est pour nous très important. C'est pourquoi nous voulons remercier tous ceux qui sont impliqués dans le projet des manches supplémentaires de Prêt au Bois. Merci à tous pour la magnifique saison et à l'année prochaine. Donc, on passe ça, on regarde un petit peu la réforme du haut niveau. C'est une session qui va avoir lieu en deux blocs, là. Aujourd'hui, ce soir, on parle d'un certain morceau de la réforme, puis mercredi prochain, on parle de l'autre morceau. Je vais partir avec mon PowerPoint en espérant ne pas rien saccager. Good. C'est du début. Est-ce qu'on voit tous comme il faut la grosse image et non pas mon background? Pascal, on est correct? C'est parfait. Ah, merveilleux. On passe ça. Good. Donc, la réforme du haut niveau, aujourd'hui, je vous offre un peu de mise en contexte. Avant qu'on fasse des réformes, il faut savoir pourquoi on les fait, voir les enjeux, voir qu'est-ce qu'on a touché, pourquoi on l'a fait, etc. Donc, le but de la première séance aujourd'hui, évidemment, c'est vous donner un peu qu'est-ce qui a amorcé la réflexion. Puis, quand on a décidé de faire le fameux document que vous allez recevoir, que déjà nos programmes Sport-Études ont reçu, puis plusieurs personnes impliquées dans nos présidents de région, etc., l'ont eu. On va aussi mettre ça sur nos plateformes pour le mettre at large. Évidemment, le document est beaucoup plus explicite que la présentation d'aujourd'hui, qui est plus des résumés là, un peu de qu'est-ce qui est écrit un peu dans ce format-là. Donc, je mets aussi, vous avez vu, il y a le logo de Baseball Québec, évidemment, puis il y a aussi le logo du ministère de l'Éducation. Comme je répète souvent, toutes les fédérations sportives sont redevables au ministère de l'Éducation. Donc, il n'y a rien qu'on fait comme tel qui finit pas par être approuvé par le ministère, puis qu'on doit suivre des lignes directrices. En passant, s'il y en a qui ont des commentaires à faire ou des questions, utilisez le Q&A, le petit bloc chatté. Pour moi, ça sera un petit peu plus dur pendant la présentation. On en parlera un petit peu plus à la fin. Donc, si j'attaque un petit peu, bien évidemment, le ministère de l'Éducation demande à toutes les fédérations de faire un plan de développement de la pratique sportive. Ça veut dire qu'à partir de la découverte, quand un jeune enfant découvre le baseball, c'est quoi les étapes qu'on y offre comme fédération pour son épanouissement à l'intérieur de notre sport? Donc, évidemment, il faut connaître le baseball et l'essayer. Ensuite, il y a un programme d'initiation qui explique un peu la démarche pédagogique qui favorise le jeu, etc. C'est relié beaucoup aussi à la littératie physique qu'on commence à rentrer de plus en plus là-dedans, que vous allez entendre souvent dans les prochaines années au niveau de la terminologie. Il y a le volet aussi, évidemment, qu'on s'en va un coup qu'on a maîtrisé certaines options, on est capable de jouer, on s'en va dans le volet qui est beaucoup plus récréatif. Qui fait partie de dire, moi, je m'amuse à jouer au baseball, puis c'est le fun si je suis bon, mais j'ai du fun à jouer à la balle. Et on arrive dans les créneaux 4 et 5, où ce que là, la compétition fait place un peu plus, la performance fait place un peu plus, prédomine sur le jeu. OK, il faut s'entendre, là, nous, Baseball Québec, on est des ardents défenseurs qu'il faut s'amuser tout le temps, donc il ne faut pas perdre ça de vue. Mais à un moment donné, la qualité de la performance va être un peu plus bonifiée quand on arrive dans ces sphères-là que simplement s'amuser sur le jeu. Et le dernier niveau, un peu ce qu'on va jaser, ça regroupe vraiment des athlètes qui sont engagés dans une recherche d'un niveau de performance le plus élevé possible de leur discipline sportive. Donc, ceux qui acquièrent à passer un niveau supérieur. Pour le bien de la présentation, puis quand on parle de haut niveau, on voit la bande rouge ici qui nous envoie un peu sur la base de les deux morceaux qu'on va parler un petit peu pour les prochaines 2 semaines là, de présentation au niveau de nos manches supplémentaires. Évidemment, tout ça est conditionnel à avoir une pyramide de membres. Si on est capable d'avoir un Sidney Crosby sur 50 000 joueurs de hockey au Canada, si on a 100 000 joueurs, on devrait avoir 2 Crosby. Donc, la logique mathématique fait en sorte que plus ta base de population est grande, plus tu as de la chance d'avoir des talents qui popent là-dedans. À part des nouvelles fédérations comme Ultimate Frisbee ou l'escalade, etc., on est la seule présentement fédération qui a une progression à l'intérieur de son membership depuis les 10 dernières années. Bon, évidemment, vous allez noter une baisse en 2020 pour les raisons qu'on connaît. Là. Il y a une baisse partout dans le monde, d'ailleurs. Mais vous voyez qu'il y a une progression. Et ça reste quand même très important pour le Baseball Québec. C'est qu'on parle du haut niveau présentement, puis c'est correct.
Vous êtes là en ligne pour ça, mais pour la fédération, on parle de 10 de notre population baseball. Il y a beaucoup de monde là-dedans. On va dépasser 35 000 cette année possiblement. Donc, il y a beaucoup de joueurs qui sont quand même dans le volet récréatif là-dessus. Puis, ce n'est pas quelque chose qui échappe à la fédération, mais on doit quand même offrir le plus possible d'opportunités à un 10 qui se démarque. Donc, c'est un peu l'exercice qui est fait là-dedans. En février 2020, suite à plusieurs circonstances, puis on avait de la difficulté depuis une couple d'années à placer des joueurs comme on voulait sur les équipes nationales. Bref, notre conseil d'administration a décidé de mandater une firme extérieure pour voir un peu ce qu'on faisait par rapport à notre niveau, à notre haut niveau. Ça veut dire que la haute performance qui était à ce moment-là, qui est encore l'ABC, le Midget 3 et nos programmes sport-études. Donc, cette firme-là a enquêté sur ce qu'on faisait. A sorti évidemment les bonnes actions qu'on posait, les moins bonnes. Puis, ils sont allés faire un tour du côté de l'Ontario et du côté aussi de la Colombie-Britannique pour voir qu'est-ce qu'eux avaient dans leur programme d'élite, qu'est-ce qui les rendait vraiment bons et c'est quoi les bonnes actions qu'ils faisaient. Ils ont aussi regardé du côté américain, deux États, le Michigan puis l'Ohio, qui produisent, dans les États du Nord, c'est eux qui produisent le plus de joueurs de baseball dans le baseball professionnel. Donc, ils ont questionné un peu les instances, le baseball de ces États-là pour savoir là, c'est quoi les formules qu'ils utilisaient pour avoir un bon développement. Et ils sont allés aussi chercher, l'étude très exhaustive, ils sont allés chercher aussi les pratiques exemplaires qui se faisaient dans d'autres sports. Ils ont visé 3 sports en particulier, qui est Cricket Australia, qui est le sport qui est la plus grande ascension au niveau de participation dans le monde présentement. Ils ont regardé aussi le rugby en Angleterre, qui est leur 3e sport, un peu comme nous derrière le hockey et le soccer. Puis c'est quoi les enjeux d'un 3e sport sur l'échiquier sportif en Angleterre. Et ils ont regardé aussi l'exemple des Lions de la Finlande, qui est l'équipe de hockey de haut niveau en Finlande, évidemment, qui produisent énormément de joueurs au niveau professionnel pour la population. Et c'est ça qui attirait un peu l'œil de Better Sports par rapport à la Finlande, c'est qu'il y avait une population similaire à la nôtre au niveau du nombre d'habitants, puis ils étaient capables de placer des joueurs d'une façon spectaculaire dans la Ligue nationale puis à des très hauts niveaux. Et le succès olympique qu'il y avait, etc. Donc, ça, c'était les morceaux comme tels que Better Sports a fait comme étude pendant plusieurs mois l'année en 2020. Et évidemment, nous, comme fédération, on a un morceau bien important qui s'appelle le modèle de développement de l'athlète. Chaque 4 ans, en général, c'est chaque cycle olympique, on doit présenter au ministère de l'Éducation notre modèle de développement. Qu'est-ce qu'on met de l'avant? Qu'est-ce qu'on fabrique pour être capable que nos athlètes de haut niveau puissent sortir de notre structure puis atteindre des niveaux internationaux? Donc, ça, c'est un morceau super important que chaque fédération doit créer. Et on était rendu à terme dans le modèle de développement, on était rendu à livrer la marchandise là, pour le ministère de l'Éducation. Donc, ce rapport-là tombait comme pile un peu avec notre exercice. Et pour faire le fameux modèle de développement de l'athlète, ben, il y a un exercice qui est très, très, très intéressant que vous pouvez même télécharger à partir du site du ministère de l'Éducation qui s'appelle le développement du talent sportif. C'est un peu une série de consensus scientifiques qui se fait un peu partout sur la planète pour voir comment que le talent sportif il est développé à l'intérieur de différents sports, différentes avenues. Et ça permet, c'est avec cet exercice-là que le ministère de l'Éducation plutôt, c'est grâce à ce document-là que le ministère de l'Éducation demande qu'on s'appuie là-dessus pour créer notre modèle de développement de l'athlète. Évidemment, aussi, on doit tenir compte aussi du plan stratégique de Baseball Québec. En 2019, notre conseil d'administration a mis en place un plan où il y a plusieurs créneaux qu'on voulait faire attention avec nos athlètes, etc. En particulier que notre athlète soit au centre de toutes nos décisions à l'intérieur de la fédération. Donc, on avait besoin dans notre modèle de développement d'athlètes qu'on s'appuie aussi sur le plan stratégique de Baseball Québec. Je ne cacherai pas non plus qu'on est en février 2020 et dans un mois, on va tomber sur la planète au complet en confinement. Et ça fait que notre fédération, comme plusieurs entreprises, a licencié certains valeureux guerriers d'employés comme moi. Et ça m'a permis de faire énormément de lectures que je vous reviendrai un petit peu plus loin. J'ai les pièces de puzzle ici très importantes, c'est que c'est ça qui ma tâche un peu, c'était de mettre des recommandations du rapport Better Sports
de m'occuper du développement sportif du talent avec le ministère de l'Éducation, notre plan stratégique, puis mettre tout ça ensemble pour faire les pièces du puzzle. Et comme j'exprimais un peu, ben, notre fameux licenciement momentané qu'on a eu comme fédération m'a permis de faire énormément de lectures à l'intérieur de ce temps mort-là qui nous amenait à la construction du manuscrit qu'on vous a montré au début puis qu'on va être capable de mettre sur nos tablettes très bientôt. Je reviens au ministère de l'Éducation. Dans son cadre de référence, on demandait le ministère demandait à tous les sports de nominer leur activité si c'était un sport à développement tardif ou bien un développement hâtif. La gymnastique, à l'époque, qui n'avait pas de limite de 16 ans pour faire les Olympiques, où ce que des petites femmes de 12, 13, des enfants de 12, 13, 14 ans étaient aux Olympiques, évidemment, c'était un sport à développement hâtif qui demandait un encadrement différent. Puis nous, avec une moyenne d'âge de 26 ans, 3 dans le baseball professionnel, on était évidemment un sport à développement tardif. Mais le développement tardif, bon, ça veut dire qu'on se développe sur le tard, mais en même temps qu'on rende un joueur très bon à 20, 21, 22 ans, on ne trouvait pas que ça donnait nécessairement beaucoup plus d'opportunités. On avait le développement à long terme de l'athlète qui nous sonnait la cloche d'être patient, d'être patient. Puis là, maintenant, avec certains échanges qu'on a eus, le ministère a changé sa terminologie pour parler plutôt de spécialisation appropriée. Ça veut dire qu'à partir de quand vous devez devenir beaucoup meilleur dans votre sport, vous devez vous spécialiser dans votre sport, bien, c'est quand vous allez être capable de voir les opportunités qui arrivent à nos athlètes. Donc, ces fameuses opportunités-là vont dresser un peu à quand il faut commencer à être bon, puis à quand il faut commencer à mettre tous ses œufs dans le même panier, parce que là, on a des opportunités super intéressantes. Puis pour le joueur de baseball au Québec, puis je vous dirais même au Canada, on est pas mal au même endroit, bien, c'est l'équipe nationale junior. Donc, l'équipe nationale qui va au championnat du monde à chaque 2 ans représenter le pays, c'est une compétition de 18 ans et moins. Il y a évidemment les collèges américains, que ce soit les différents organismes qui sont la prochaine étape de nos joueurs à la fin du secondaire et évidemment le repêchage professionnel. D'ailleurs, l'équipe nationale a un gros intérêt, c'est qu'il y a plein de collèges américains et de scouts professionnels qui reluquent cette équipe-là, donc c'est vraiment un gros morceau. Mais si vous remarquez les groupes d'âge, ben, les collèges américains, c'est après notre secondaire, donc ils commencent à repêcher, à regarder nos gars et à se faire voir dans le coin de 16-17 ans. L'équipe nationale, ben, si le coach de l'équipe nationale ne te connaît pas à 17 ans, puisqu'il prépare son équipe 2 ans à l'avance, à ce moment-là, tes chances d'être prêt à 18 sont moins bonnes. Puis le repêchage professionnel, c'est quand tu as fini ton high school, ton secondaire. Pour le restant du continent, on parle de 18 ans. Nous, on finit en secondaire 5 et non pas en secondaire 6 comme le restant des États-Unis et du Canada. Donc, on est éligible au repêchage 1 an avant. Donc, si vous regardez tout ça, bien, c'est clair qu'il faut être bon dans le coin de 17-18 ans parce que nos opportunités sont toutes là. Donc, si on continue justement avec les opportunités, c'est l'équipe nationale, le collège américain, Major League Baseball, bien, nous, comme fédération, on doit se poser la question, que fait-on pour le niveau qui est juste en dessous, le niveau là, qui est dans ces groupes d'âge-là, là, qu'est-ce qu'on fait pour emmener les joueurs dans ces paliers-là? Donc, autant tantôt, on parlait dans la pratique sportive, de dire à partir d'un jeune enfant, je l'amène jusqu'en haut, jusqu'à temps qu'il compétitionne très, très fort puis qu'il soit à un niveau avancé. Là, présentement, on va faire le même exercice, mais dans l'autre sens. C'est quoi les déterminants de performance pour jouer dans les ligues majeures ou pour jouer dans des collèges américains ou l'équipe nationale? Puis, on va aller de reculons à dire, OK, d'abord, si je veux atteindre ça, le levier qu'il faut absolument que je pousse très, très fort, c'est l'ABC. Ça regroupe les joueurs de 16-18 ans en général. On a une ligue, on fait une ligue de haut niveau qu'on va voir un petit peu plus loin tantôt, les tournois et vitrines de talent Jeux du Canada. Donc, il faut absolument que mon ABC soit top-notch pour que tous les joueurs qui soient à ce niveau-là aient accès aux paliers supérieurs qui sont ici. Évidemment, si on veut que nos joueurs à l'ABC soient très, très bons, bien, il faut qu'ils arrivent bons. S'ils arrivent bons et on a à peaufiner du talent, ça va beaucoup mieux qu'à montrer du talent ou former du talent. Donc, évidemment, le niveau juste en dessous, le baseball 3, il faut qu'il soit très bon. Si eux autres sont très bons, ils vont arriver à l'ABC encore meilleur, on va être capable de déplacer ici. Donc, il faut absolument qu'on frappe ce côté-là, puis de faire de créer un alignement qui va faire en sorte que le baseball 3 va être très fort
dans les 15 à 17 ans. Et ensuite, si on veut que le baseball 3 soit encore très fort, un peu le même genre d'idée, à 13-15 ans, il faut arriver avec des solutions pour que notre baseball 2A ait un impact, pour qu'on soit capable de dire OK, on a tellement de bons joueurs 2A que là, c'est un mal de tête pour faire les joueurs 3A. Puis après ça, c'est un super mal de tête pour faire les joueurs ABC puisqu'on a tellement de talent. Donc, ça se joue tout à ces niveaux-là. Si je vous présenterais un continuum un petit peu, je vous dirais que ça pourrait ressembler à ça. Où ce que la zone red hot, un peu rouge qu'on voit, on voit que ça se dessine là, dans la braquette 15-16 ans, 3, 2, on est bien sûr que là-dessus. Donc, c'est dans ce point-là qu'il faut commencer à être très bon. Ensuite, dans le rapport Better Sports, un des éléments très clairs qu'on mentionnait, c'était d'établir le parcours du talent. Et toutes les fédérations sportives sont tributaires d'une terminologie qui s'appelle la détection et l'identification du talent. Ça veut dire qu'il faut absolument démontrer comment on fait pour établir ces deux morceaux-là dans notre structure. Puis, comment on fait pour les identifier. Le rapport Better Sports est assez clair à ce niveau-là. Et on y va avec le fait que le développement des 13-15 ans doit servir à une détection de talent. La détection doit inclure autant d'athlètes de haut niveau possible, tout en s'assurant de suivre leur évolution. Bref, quand on parle de détection de talent, c'est important pour Baseball Québec de connaître les joueurs dans ce groupe d'âge-là, 13 à 15 ans, qui sont en avance sur les autres ou qui sont vraiment bons, qui ont vraiment une bonne motricité, des bons joueurs de baseball. Puis que des avoirs à l'œil pour savoir comment ils suivent, qu'est-ce qu'ils font durant l'hiver. Je dis, OK, sont-ils dans un sport études? Ils peuvent-tu pratiquer du baseball 2-3 fois semaine? On a de plus en plus d'écoles de baseball, on a de plus en plus d'organismes qui font du baseball annuellement. On a un sport études. On a beaucoup de façons d'accompagner les athlètes maintenant, puis il faut être au courant. En même temps, ce n'est pas nécessairement que ces athlètes-là soient au courant que nous, on les trouve bons. On les a détectés, mais on ne s'est pas manifesté encore quand on arrive dans ces étapes-là. Par la suite, on va parler que là, dans les 15 à 18 ans, on doit servir l'identification de talent. L'identification, c'est, j'ai l'image de pointer du doigt, dire, toi, on te veut là. Un peu dans cette image-là, de dire qu'on veut mettre les meilleurs ensemble qui compétitionnent avec les meilleurs. Puis l'organisation de toute notre structure doit être dédiée en fonction de cet élément-là. Si vous remarquez qu'on parle de détection et d'identification, on a la braquette 15 ans qui est enfoncée. Que vous voyez que c'est un âge qui est un peu névralgique, là, qui joue sur deux paliers. Donc, on va voir un peu plus loin à quoi ça nous amène un petit peu cette situation-là. Bon, évidemment, aujourd'hui, en manche supplémentaire, c'est l'identification du talent qui nous intéresse pour la présentation d'aujourd'hui. Il y en a qui vont dire « Ah non, moi, je voulais avoir plus de 13-15 ans. » On regardera la semaine prochaine avec vous. Mais présentement, c'était vraiment d'arriver et de présenter là, qu'est-ce qu'on va faire présentement pour identifier le talent chez les 15 à 18 ans. La détection de talent amène plusieurs aspects qu'on va voir à la toute fin, que je vais vous présenter, mais ça amène un peu plus d'argumentaire à échanger avec vous. Donc, c'est pour ça qu'on a une autre présentation la semaine prochaine là-dessus. Et pour ceux qui posent la question, j'ai eu ça cet après-midi. On a la même chose avec les filles qu'on va faire au printemps 2022, qu'on va vous annoncer un petit peu qu'est-ce qu'on fait pour le développement de la haute performance chez les filles. Évidemment, avant d'attaquer toute notre structure, puis ça, c'est de la théorie, c'est bien beau, mais il faut aller vers la pratique. Donc, c'est bien beau ce qui est écrit dans les livres, mais comment on le fait, comment on l'articule, comment on le met dans la vraie vie. Avant de faire ça, avant qu'on s'installe, on se dit OK, c'est comme ça va se faire tout. Évidemment, on a besoin on a composé des groupes de travail. Puis, les groupes de travail qu'on a composés, on avait comme mandat, ça s'est fait 1 an d'avance pour que l'ABC 2021, on soit capable de l'appliquer en 2021. Notre structure 3, on va l'appliquer cet été. Puis notre structure 2A, on va l'attaquer cet été. Et en 2023, on va le conclure aussi. On a comme 2 étapes. Bref, nos groupes de travail ont été faits en fonction d'aller chercher les individus qui n'ont pas nécessairement le nez dans la structure. Oui, du monde le groupe de travail de l'ABC, il y avait du monde qui était impliqué dans l'ABC là-dedans, mais il y en avait d'autres de l'extérieur, puis que des fois, complètement dans un autre background qui fait en sorte que ça nous amène des avis contraires. Puis un groupe de travail, qu'est-ce qui est le fun? C'est qu'au final, c'est qu'on se dise, OK, tous les éléments ont été couverts, on n'a rien oublié, on a pensé à ça, on a pensé à ci, on a pensé à ça, on prend telle option, on s'en va vers telle chose. C'est ça l'avantage d'un groupe de travail, d'aller chercher de l'expertise de certains gens dans le milieu,
puis d'autres qui sont un peu à l'extérieur. Comme l'ABC, on avait un recruteur professionnel dans Jasmin Roy des Blue Jays de Toronto. Donc, il y avait une vision extérieure de qu'est-ce qui devait être fait, qu'est-ce qu'il avait vu ailleurs, etc. Donc, ça amène, c'est ça. Fait que ça amenait quelque chose un petit peu différent. Les questions, je les vois arriver, mais je vais vous les répondre tantôt là, pour répondre tout en même temps. Donc, c'est ça. Puis, évidemment, l'autre chose qui est importante, ben, c'est de faire équipe avec les acteurs sur le terrain. Fait que, moi, j'appelle ça un projet vivant. Ça veut dire qu'on a développé des idées. Ben, après la fin de l'été, on va se reculer pour dire OK, ça a été les bons coups, ça a été ça. Quelqu'un nous a fourni une bonne idée à l'intérieur de ça, à l'intérieur de notre structure, puis on change le cap un petit peu. C'est ce qu'on appelle un projet vivant. Dans un monde parfait, j'aime toujours dire que dans 5 ans, je serais capable de dire ah oui, on a fait ça en 2022, puis moi, c'était cute, c'était le fun. Mais là, on est rendu vraiment meilleur. Fait qu'on y va toujours avec cette optique-là de ne pas être non plus, de pas que ces projets-là vont bouger dans le temps un peu, mais le gros principe va demeurer évidemment. Là. Et parmi les recommandations de Better Sport puis notre groupe de travail, bien évidemment, il y avait la création de la Super League ABC où on voulait encadrer d'une manière très serrée les 60 meilleurs joueurs de 18 ans et moins. Sur les 60 joueurs, il y a des joueurs de 16 ans, il y a des joueurs de 17 ans, de 18. Il y a quelques exceptionnels, 7 à 8 joueurs de 15 ans qu'on prend de façon très exceptionnelle annuellement, dépendamment ici des cohortes, évidemment. Et on mettait en place une structure axée sur le développement, en particulier les 6 premières semaines où on va imiter un peu le modèle du baseball professionnel, où on va débuter des manches avec des coureurs au deuxième but. On va faire des ordres de frappeurs, de 4-5 frappeurs pour qu'ils puissent aller au bâton, souvent avec pas beaucoup de repos. Bref, tout est mis en fonction de ça aussi. On a le modèle un peu des Lions de la Finlande qu'on veut rajouter dans le mix où ils ont des spécialistes, des coachs intégrés une équipe de soutien intégré qui sont avec eux pendant toute l'année. Ça, c'est un aspect qui était très important aussi pour notre conseil d'administration, pour la vocation de Baseball Québec. On voulait de la performance, mais on voulait aussi développer des citoyens modèles, puis qu'on ait des bonnes personnes à l'intérieur de notre structure, puis notre athlète soit vraiment au milieu de la performance, du baseball, puis comme individu aussi. Donc, on avait tout ça en même temps, des coachs spécialistes qu'on a mis de l'avant. C'était le modèle qu'on voulait faire où notre équipe de soutien intégré, on a des nutritionnistes qui sont avec nous, on a des préparateurs mentaux qui sont avec nous. Avec le COVID, on a eu la difficulté l'année passée à le mettre sur le terrain, mais l'objectif, c'est qu'on ait vraiment ces personnes-là sur le terrain en même temps que la semi-compétition se joue justement puisqu'on veut être axé sur le développement. Donc, c'est la structure de l'ABC qu'on veut faire. Et évidemment, tout le monde est en harmonie au fait que si on voulait que ces joueurs-là soient très, très bons, on devait absolument d'avoir une intervention précoce de nos professionnels dès le début de l'identification. Puis comme vous avez vu tantôt, le début de l'identification, on parle de 15-16 ans. Si on est ici, on a un peu plus de 17-18. On voulait absolument que ceux qui gagnent notre vie avec le baseball, qui sont nos professionnels, nos entraîneurs de sport-études, on a d'autres maintenant qui sont impliqués à l'année dans le baseball, on voulait qu'eux autres aient frappé l'encadrement des 15-16 ans. Donc, en attaquant le groupe des 15-16 ans, on parle du groupe 3 comme tel. On avait notre groupe de travail qui s'est penché sur les changements au niveau du 3A. Ils sont venus à la conclusion suivante où on parlait des 15 ans tantôt qui avait l'importance qu'on avait. On voulait créer une division 17U3A et on va créer aussi une division 15U3A. Si on regarde les différences un peu entre les deux situations, en 2021, on avait 13 équipes de 16 joueurs au niveau 3A, 17 ans pour 208 joueurs. Maintenant, l'année prochaine, il y a 3 équipes de moins. Donc, on a un total de près de 23 d'effectifs de moins. Ces joueurs-là vont être affectés à la classe 2A, évidemment. Et certains 2A vont joindre à la classe A. Donc, toute la structure va un petit peu de compétition inférieure va s'améliorer. L'objectif, évidemment, c'est de mettre les meilleurs contre les meilleurs, de créer des structures où le niveau de compétition serait plus relevé en évitant de trop diluer le nombre d'équipes. Dans le 15U3, comme vous avez vu un peu auparavant, quand on arrive dans le coin de 15 ans, on voyait que la situation se corsait un peu, etc. Donc, on voulait vraiment arriver et dire, OK, on va s'adresser à eux, on va essayer d'en frapper une plus grosse vague de 15 ans. On avait des 15 ans qui jouaient dans le 17U3 auparavant. On joue des bâtons de bois, ils affrontent des 16-17 ans. Nos 15 ans n'avaient pas nécessairement le succès toujours escompté, c'était plus dur pour eux, etc. Donc, on aimait mieux développer une division très forte de 15U3A
où ce que les joueurs, ben, évidemment, si on regarde au niveau du nombre d'équipes 2A qu'on avait l'année passée, on avait un total de 308 joueurs, 28 équipes 2A dans la province. Puis là-dessus, en 2022, bien, il y a 6 équipes 3 qui vont être formées de 14 joueurs, puisqu'on veut que les joueurs ne quittent pas le terrain et qu'ils soient bien encadrés. Sur les 84 joueurs qui vont comme sortir du total du 3A, ben, on a environ, ben, on a approximativement 25 de joueurs 15U qui vont avoir la chance de jouer 3A. Auparavant, il y avait 12 qui jouaient dans ce groupe-là. Donc, on a majoré, on a doublé le nombre de joueurs qu'on va encadrer d'une manière plus pointue pour espérer qu'on va frapper plus de 15U qui peuvent transférer par après vers les niveaux supérieurs. Si on regarde par rapport aux équipes maintenant, comme telle, la division 17U, on a nos concessions d'un marché plus éloigné qui sont évidemment, les étoiles servent à mentionner que c'est des équipes de 18U. Donc, on veut qu'ils soient compétitifs. C'est un des buts aussi qu'on va parler un peu plus dans l'autre présentation sur l'équité de compétition. Donc, ces équipes-là, vu qu'ils ont des marchés plus petits, on leur permet d'avoir des 18 ans. On a 2 équipes dans le marché de Québec qui produisent énormément de joueurs année après année. Et on a les autres. On a une fusion aussi qui implique Montréal et le Lac-Saint-Louis dans le niveau d'ici pour faire une super équipe au niveau de l'île de Montréal. Donc, on est dans les 10 équipes qui vont compétitionner. Si on regarde dans le 15U 3A maintenant, on a 6 équipes seulement. Et c'est évidemment, vous aurez compris, c'est 6 puissances qui vont s'affronter. Donc, les 15U3, c'est vraiment les meilleurs contre les meilleurs. Et si on regarde rapidement, bien, vous allez dire, ouais, mais là, c'est pas logique, Sylvain, là, ton 15U3A, il y a 6 équipes. Il s'en va se baigner dans le 17 ans 3A qui a 10 équipes. Bien, il ne faut pas le voir de cette façon-là. Il faut le voir beaucoup plus que notre division 15U 3A, bien, c'est pour aller vers l'ABC. C'est qu'on veut créer une division qui permettrait que quand tu sors de ce niveau-là, tu sois capable d'atteindre l'ABC. Parce que la division 17U 3A, dans notre plan, elle doit encore elle va être nourrie par des 15U 3A et c'est indéniable. Mais on veut vraiment qu'elle soit encore nourrie par le 15U 2A. On veut absolument que le 2A dans le 15U, encore des 15 ans, on veut que cette braquette d'âge-là soit capable de devenir tellement bon qui alimente les équipes dans le 3 à ce niveau-là. Donc, ça, c'est le souhait qu'on a comme tel. Donc, c'est ça qui résume un peu le côté identification, qu'est-ce qu'on veut aller de l'avant un petit peu dans la présentation du 26 janvier prochain. On va parler davantage de l'âge et la détection de talent. C'est à partir de quand qu'on commence à dire, OK, détection de talent, c'est bien beau, là, mais à partir de quand qu'on fait ça? Donc, puis pourquoi qu'on le fait, puis qu'est-ce que la science dit là-dedans? On va parler aussi qu'est-ce qu'on met en place pour aider le talent, qu'est-ce qui peut être fait pour développer le talent, qui est un morceau hyper important dans les prochaines années à Baseball Québec. Il faut parler aussi d'âge relatif. Quand on arrive dans la braquette du 13, 14, 15 ans, c'est de loin au niveau du 13 ans, particulier 14 ans, qu'on voit les plus grandes différences au niveau physique. Est-ce qu'on en tient compte? Est-ce qu'on n'en tient pas compte? Comment on deal avec ça, etc. On a l'équité de compétition aussi qu'on veut programmer de plus en plus. On va en parler aussi la semaine prochaine de plusieurs mesures qui sont faites. Baseball Canada est un bon leader là-dedans en rapport avec les provinces plus petites, etc., par rapport à ces championnats canadiens. Et on a tout l'impact qu'on va créer sur la structure 2A au niveau des 3 ligues majeures, puis des initiatives qu'on va prendre, etc., à l'intérieur du 3A. Là, c'est le temps de mon lanceur de relève. Je passe la balle à quelqu'un d'autre. Fait que je m'en vais. Je sors du PowerPoint. Good. Et je reviens. Screen sharing. Stop. Good. On a des questions. Est-ce que les gars auront des matchs au printemps ou des simulations de matchs comme l'an passé? Oui, normalement, Frédéric, on est supposé avoir des parties. Là. Écoute, on se croise les doigts pour avoir la paix et tout ça, puis être capable de commencer dès le début du mois de mai, puis à jouer des matchs entre nos 4 équipes de l'ABC avec des matchs encadrés, etc., où ce qu'on va y aller progressivement, où ce qu'il va y avoir évidemment des arbitres. On avait même prévu de mettre des hymnes nationaux pour me mettre vraiment dans l'ambiance, etc. Donc, oui, on veut faire ça au PC. Là. Est-ce qu'on a d'autres questions? Oui, j'ai parlé de Bantam 3, entendu parler, oui, effectivement. Est-ce que j'ai d'autres questions? Évidemment, vous pouvez m'écrire des questions sans problème, mais s'il y a des choses qui viennent d'idée, des choses pas claires,
pouvez toujours m'envoyer un petit courriel à baseballquebec.qc.ca. Ça me fait plaisir de vous répondre ou pogner le téléphone, vous m'appelez. Je répète souvent ça, mais je dis tiens, Baseball Québec, c'est un organisme qui vous appartient. Vous êtes les boss là-dedans. C'est une entreprise de service. Donc, mon rôle, c'est de rendre service à nos participants, etc. Donc, vous ne vous gênez pas de jamais, d'aucune façon. Vous avez des choses pas claires, des choses que vous voulez définir, des choses qui vous interpellent. Vous nous appelez, ça va faire plaisir d'échanger avec vous là-dessus. Là. C'est évident qu'on est à votre service, puis ce n'est pas le contraire. Là. Oui, les équipes qui n'ont pas pas d'équipe de 15U, je prends Gatineau par exemple. Là, exceptionnellement, on veut que le joueur exceptionnel de 15U soit capable de jouer dans la structure de 17 ans et moins, 18 ans et moins dans le cas de Gatineau, exceptionnellement. Ce qu'on voulait éviter beaucoup, c'est que le joueur de 15U soit obligé de déménager ou il pourrait faire aussi une équipe 3 dans un autre marché s'il veut, mais on va en parler aux parents pour éviter les frais, etc. Il faut faire très attention. Le but non plus de ces initiatives-là, il faut faire attention de ne pas vider le porte-monnaie des parents trop rapidement. Là. Donc, d'arriver puis que ce joueur-là qui a du talent, qui se retrouve, qu'on l'oblige à être dans une autre équipe, on aimerait mieux quand même qu'il joue avec Saguenay, Rivière-du-Loup et Gatineau pour les marchés éloignés, mais dans leur équipe de 18 ans. Si tout va bien, on est capable de faire les tournois qu'on est capable de faire, etc., dans toutes nos détections de talent, c'est quelque chose qu'on va voir arriver un petit peu d'avance, on va être capable de dire, OK, on a un plan pour l'année prochaine. Cet athlète-là, on aimerait ça qu'il y a 15 ans, il est à tel endroit. On peut-tu trouver une niche ailleurs? Les parents sont-ils d'accord, etc. etc. 14 joueurs, est-ce que c'est beaucoup? Ben, pas nécessairement, parce qu'on joue presque toujours des doubles. Donc, les 14 joueurs, il y a un gros roulement là, dans nos équipes Midget 3, 17 ans 3, là, on s'habitue à la terminologie. Là. Dans nos équipes de 17U, on joue à 16. 16, on a trouvé que c'était le bon chiffre pour faire jouer tout le monde, qu'il y a un bon roulement, puis que ça ne soit pas trop. Puis ça ne soit pas trop non plus trop demandant, etc. Puisqu'on joue toujours des doubles, on joue l'après-midi, etc. Donc, ça nous permet d'avoir toujours 2 matchs. Donc, c'est pas trop. Oui, le Bantam 3 rentre en fonction cet été. As-tu d'autres questions? Les joueurs, oui, la Ligue 15 ans, le 3-15U. Puis ça, on va parler du terrain plus grand. C'est quelque chose qu'on croit énormément comme aide d'avoir un terrain plus grand pour s'exprimer. Sur un terrain plus grand, tu es obligé de courir plus vite, plus longtemps. Tu es obligé de lancer la balle de plus loin, donc forcer plus. Puis tu es obligé de frapper la balle avec plus de vigueur pour qu'elle sorte de le champ extérieur. Donc, les dimensions, on croit que c'est une aide précieuse pour le joueur qui a du talent, évidemment. Pour le joueur de réco qui n'est pas encore formé, qui prend la balle puis qui ne rend pas la balle au premier but ou elle fait toujours un bon au sol parce que le terrain il est trop grand pour lui, on ne l'aide pas. Mais on pense que le 15U3A, qui sont nos 25 de joueurs en avance dans leur développement, on pense que bénéficier d'un grand terrain va faire du bien. On a laissé tomber le bâton de bois pour eux pour utiliser de l'aluminium justement pour d'avoir la confiance. On a trouvé que le bâton de bois à 15 ans sont encore en formation, ils ne maîtrisent pas assez leur technique. On avait des moyennes un peu anémiques au niveau collectif pour les 15 ans. Donc, on va permettre aux 15U3 de jouer avec les bâtons d'aluminium. Et ça va permettre aussi d'avoir plus de balles frappées. Donc, on va plus développer notre défensive avec plus de balles frappées. On pense aussi que plusieurs fausses balles vont se transformer en balles frappées à cause du bâton d'aluminium, ce qui va amener moins de buts sur balle au total aussi de la part des lanceurs dans ce groupe d'âge-là. Donc, c'est ça. Ensuite, vous êtes en feu les questions. Hein? Quelle serait la date du cut-off pour jouer 15U né en 2006? Techniquement, il serait d'âge 17U, cut-off pour jouer 15U né en 2006. Évidemment, c'est les joueurs, le 15U 3A, c'est les joueurs qui sont nés en 2008, en 2007. En 2007 en 2007. Sauf que, puis ça, on va en parler un petit peu tantôt, on va en parler dans la semaine prochaine, c'est qu'on regarde aussi l'effet d'âge relatif. On parlait des joueurs qui sont nés dans les 3 derniers mois de l'année. Qui sont un petit peu toujours défavorisés dans les sélections parce qu'ils sont en croissance. Leur croissance s'est faite un peu plus tard, etc. Donc, ce qu'on va faire pour les 15U3, on va aussi prendre des joueurs de 16 ans qui sont nés dans les 3 derniers mois. Donc, voyez ça comme
pour être plus clair, là, puis je ne veux pas vous mêler, c'était le but de vous mêler la semaine prochaine, mais voyez ça un peu comme si ce serait des secondaires 3 et moins, ce groupe d'âge-là. Donc, on va permettre à 3 joueurs de 16 ans nés dans les 3 derniers mois de l'année de jouer dans ce niveau-là. Pour la première fois de leur vie, leur date de naissance des 3 derniers mois va leur donner un petit coup de main. Là. Oui, Fred, l'ABC devrait jouer contre d'autres programmes. On est en train de regarder avec Ontario Blue Jays, justement, puis etc. On regarde, puis il y a aussi toute la préparation des Jeux du Canada qui va se faire là, avec différents événements. On a déjà des parties bouclées contre les Maritimes à Québec, où on va jouer des séries de matchs, puis qu'on va possiblement terminer notre équipe pour les Jeux du Canada là-dessus. Mais c'est plus spécifique, on s'en parlera. Un l'autre, vu que c'est plus pointu, typique à l'ABC présentement. Jeux du Québec 15 U. Les Jeux du Québec vont descendre à 14 U. Les Jeux du Québec, il faut comprendre, tu sais, tantôt on parlait de détection de talent. Bien, détection de talent, il nous demande de ratisser large, donc de prendre le plus d'athlètes possible. Et le tournoi qu'on ratisse de loin le plus large, c'est les Jeux du Québec parce que ce n'est pas les zones de baseball Québec, mais c'est les zones administratives des URLSS au niveau du Québec. Donc, brièvement, ça veut dire que quand on fait les Jeux du Québec, on a 285 athlètes, tandis qu'un championnat provincial normal, on en a 160 quelques. Donc, évidemment, c'est là qu'on a le plus gros ensemble de joueurs. Et pour cette année, on va faire les Jeux du Québec à 14 U, avec des 14 U et moins. Et dans 2 ans, où on a encore les Jeux du Québec à cause de ceux qu'on a manqués, etc., on va descendre à 13 ans justement pour ratisser beaucoup plus large dans le processus. Puis on va ajouter le classique Claude Raymond aussi en même temps. Là. Est-ce que le nombre d'équipes 15 U reste de même? Oui, on devrait rester possiblement pareil. Il va y avoir des petits changements dans certaines régions peut-être. Robert Brousseau est en charge de regarder ça un petit peu, là, puis de regarder ce qui peut être fait là, au niveau de certaines organisations, si on a pigé trop de joueurs dans certaines équipes, etc. Donc, il faut regarder cette possibilité-là. Là. On en a même fait. Oui, bien, oui, on a une question ici là, sur le fait que certains joueurs, ben, vu qu'on a une Ligue 3 qui va se faire, ben, le 2A va se faire prendre 25 des joueurs. Et on a regardé qu'évidemment, les 2A vont se revirer vers le A puis prendre des joueurs associatifs. Vu que chaque équipe 2A a environ 4-5 associations en dessous du 2A comme tel, on avait calculé que ça faisait une moyenne de 1,2 joueurs par association qui seraient retirés, qui auraient la chance de monter au niveau 2A. Donc, ça, c'est des moyennes, évidemment, que je prends. Là. On s'entend qu'il n'y a pas de 1,2 joueurs qui existent, mais c'était la moyenne qu'on avait. Est-ce que j'ai d'autres questions? Non, je pense que c'est bon. Donc, merci beaucoup pour votre interaction. C'était bien le fun, vos questions très précises, qui fait très du sens. Vous ne vous gênez pas, puis on se souhaite une bonne fin de soirée, puis à la semaine prochaine, mercredi prochain, pour voir la suite et le dénouement de cette présentation sur notre réforme du haut niveau. Bye tout le monde.